La succession en France, c'est un sujet, on ne va pas se mentir, qui peut paraître un peu complexe. Mais en réalité, il nous concerne absolument tous. Et il faut savoir une chose, si on ne prépare à rien, c'est la loi qui décide de tout à notre place. Alors ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est justement ça. Comment passer du plan que l'État a prévu par défaut à un plan qui reflète vraiment ses propres choix, ses propres volontés. Allez, on commence direct avec une question, simple en apparence, mais qui est juste fondamentale. Qui hériterait de vos biens si tout s'arrêtait aujourd'hui? Parce que, on va le voir, la réponse, elle n'est pas toujours aussi évidente qu'on pourrait le croire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, qu'est-ce qui se passe concrètement si on ne prépare rien? Pas de testament, rien du tout. Dans ce cas, c'est la loi qui prend les commandes. C'est le fameux plan, par défaut, ce qu'on appelle en droit la dévolution légale. Faut savoir que le Code civil, il est hyper carré là-dessus. Il a établi une hiérarchie très stricte avec 4 ordres d'héritiers. Le principe est super simple à comprendre. Dès qu'il y a quelqu'un dans un ordre, ça exclut automatiquement tous les ordres qui viennent après. En clair, les enfants et petits-enfants sont toujours servis en premier. S'il n'y en a pas, on passe au 2e ordre, les parents, les frères et sœurs, et ainsi de suite. C'est vraiment un système en cascade, une sorte de file d'attente prioritaire. Ok, mais alors, petite question, dans un même ordre, s'il y a plusieurs personnes, comment on fait le tri? C'est là qu'intervient une autre notion, le degré. En gros, c'est juste le nombre de générations qui séparent une personne du défunt. Et là aussi, la logique est implacable. Celui qui est le plus proche en degré, il hérite et il écarte les autres. Avec ce schéma, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. On voit bien comment ça marche. Le père, c'est le 1er degré, le grand-père, le 2e. Pour calculer la distance avec une cousine, on doit remonter jusqu'à l'ancêtre commun, puis redescendre. Bref, c'est cette distance familiale qui va décider de la priorité à l'intérieur d'un même groupe d'héritiers. Bon, le système est logique, mais parfois il pourrait créer des injustices. C'est pour ça que la loi a prévu des sortes de correctifs. Il y en a 2 super importants à connaître. D'abord, la représentation. Ça, c'est ce qui permet, par exemple, aux enfants de prendre la place de leurs parents qui seraient décédés avant. Et puis, il y a la fente successorale. Un nom un peu bizarre, mais l'idée, c'est de couper l'héritage en 2 parts égales. Une pour la famille du côté de la mère, l'autre pour la famille du côté du père, quand il n'y a pas de descendants. Alors attention, parce qu'il y a une personne qui a un statut vraiment à part dans tout ça. C'est le conjoint survivant. Il n'est dans aucun des 4 ordres qu'on a vus, mais ses droits peuvent passer avant ceux de beaucoup d'autres héritiers. Il hérite dans tous les cas de figure et en plus, la loi lui assure au minimum un droit au logement. C'est une protection absolument fondamentale. Ok, donc on a vu les règles par défaut. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut faire absolument ce qu'on veut avec son patrimoine si on fait un testament ? Pas tout à fait. On va maintenant aborder un concept qui est vraiment au cœur du droit français et qui vient limiter cette liberté, la fameuse part protégée des héritiers. Pour comprendre ça, il faut voir le patrimoine comme un gâteau. La loi le coupe en 2 parts, et c'est une distinction qui est absolument cruciale. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Ça, c'est la part du gâteau que la loi met de côté, elle la verrouille pour les enfants, impossible d'y toucher. Et de l'autre côté, il y a la quotité disponible. Et comme son nom l'indique, c'est la part dont on peut faire ce qu'on veut. On peut la donner à qui on veut via un testament ou une donation. Alors, la taille de cette part verrouillée, elle n'est pas fixe. En fait, tout dépend du nombre d'enfants. S'il y a un seul enfant, c'est la moitié du patrimoine qui lui est réservé. S'il y en a 2, ça monte aux 2/3. Et à partir de 3 enfants, c'est carrément les 3/4 de la succession qui leur sont garantis. C'est mathématique. Plus il y a d'enfants, plus la part dont on peut disposer librement se réduit. Et pour s'assurer que l'égalité entre les enfants est vraiment respectée, la loi a un autre outil dans sa boîte, le rapport successoral. L'idée est assez simple en fait. Toute donation faite à un héritier est considérée comme une simple avance sur sa part d'héritage. Du coup, au moment du décès, on fait comme si cette donation n'avait pas eu lieu. On la réintègre virtuellement dans le patrimoine pour refaire les calculs et s'assurer que tout le monde a bien la même chose au final. Rien de tel qu'un petit exemple pour que tout ça devienne limpide. Alors, imaginons Pierre, il décède et il laisse 2 enfants, Paul et Marie. Au moment de son décès, il lui reste 360 000 € de biens. Mais, et c'est là le point important, il avait donné il y a quelques années un appartement à Marie et cet appartement vaut aujourd'hui 90 000 €. Alors comment on fait le calcul? L'erreur serait de partir des 360 000 €? Non. La première étape, c'est justement d'appliquer le rapport successoire. On prend les 360 000 € et on y ajoute la valeur de l'appartement donné à Marie, soit 90 000 €. Ce qui nous donne une base de calcul, la masse à partager, de 450 000 €. Et c'est là que la magie de la loi opère pour rétablir l'égalité. On prend nos 450 000 €, on les divise par 2 puisqu'il y a 2 enfants, ça fait donc 225 000 € pour chacun. Paul, qui n'a rien eu avant, va recevoir ces 225 000 €. Et Marie, comme elle a déjà touché 90 000 € avec l'appartement, on lui versera simplement le complément, c'est-à-dire 135 000 €. Si on fait le total, 135 000 plus 90 000, on arrive bien à 225 000. L'égalité est parfaite.
Bon, maintenant qu'on a bien compris les règles du jeu par défaut, voyons comment on peut justement reprendre la main et influencer la partie. Et pour ça, les deux outils principaux, ce sont bien sûr les testaments et les donations. Alors, en matière de testament, il y a plusieurs options, mais on va se concentrer sur les 3 formes principales. Il y a d'abord le plus simple et le plus courant, le testament holographe. Il suffit de l'écrire entièrement à la main, de le dater et de le signer. Ensuite, pour un maximum de sécurité, il y a le testament authentique, fait devant un notaire. Et enfin, pour ceux qui veulent garder leur dernière volonté secrète jusqu'au bout, il y a le testament mystique. Chacun a ses avantages entre simplicité, sécurité et confidentialité. Mais il n'y a pas que le testament. Les donations, c'est un excellent moyen d'anticiper les choses de son vivant. Et la plus célèbre, c'est sans doute la donation au dernier vivant, qu'on appelle aussi la donation entre époux. Son but, c'est très simple, c'est d'améliorer la part du conjoint qui survivra bien au-delà de ce que la loi lui donne par défaut. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour se protéger mutuellement dans un couple. Voilà, on a presque fait le tour. Mais on ne peut pas parler de succession sans aborder le dernier chapitre, qui est souvent celui qui fâche un peu, la fiscalité, les fameux droits de succession. Alors, la première chose à savoir, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il existe des abattements, c'est-à-dire une partie de ce qu'on reçoit qui est totalement exonérée d'impôts. Pour le conjoint ou le partenaire de Pacs, c'est même le jackpot. L'exonération est totale, 0 impôt. Pour un enfant ou un parent d'ailleurs, l'abattement est de 100 000 €. Par contre, on voit bien que plus le lien de parenté s'éloigne, plus cet avantage fiscal fond comme neige au soleil. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe pour la partie qui dépasse cet abattement ? Eh bien, cette part-là, la part taxable, elle est soumise à un impôt qui fonctionne par tranche, un barème progressif. Pour les héritiers en ligne directe, comme les enfants, ça commence doucement, mais ça peut très vite grimper, jusqu'à 45% pour les plus grosses successions. C'est un point financier crucial qu'il faut vraiment avoir en tête. Et voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, il y a un cadre légal très clair, les règles par défaut. Mais de l'autre, il existe plein d'outils pour personnaliser sa succession. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir comment la loi fonctionne, ça on l'a vu. La vraie question, c'est est-ce que le plan prévu par la loi convient ? Est-ce qu'il correspond à ses propres souhaits ? Et si la réponse est non, alors on comprend que tout l'enjeu réside dans un seul mot, l'anticipation.